Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Bonjour à tous, c'est David. Encore une fois, super heureux de tourner un nouvel épisode pour Le Corner. Aujourd'hui, on a encore un invité de prestige. On reçoit Gauthier Curtil de chez France Télé. Salut Gauthier. Salut David. Et on sera aussi accompagné de mon éternel compagnon, Samuel. Salut Samuel. Salut messieurs. Hello Samuel. Du coup, aujourd'hui, le but, c'est de parler de France Télé, plutôt du côté sport et digital. Bon, ça change pas trop de nos sujets d'habitude, vous allez dire. Mais là, c'est assez intéressant aussi parce qu'on va parler du coup d'une chaîne publique, de nouveaux enjeux. Nous, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois. On a pu parler de la stratégie en termes de contenu, en termes d'innovation aussi que peut avoir France Télé dans le sport, mais pas que. Donc, on va avoir pas mal de sujets ensemble à voir. Ça va être super. Et avant tout, est-ce que Gauthier, tu pourrais te présenter pour nos auditeurs ? Bien volontiers. Alors, je suis Gauthier Curtil, donc je suis responsable numérique de France TV Sport depuis 4 ans maintenant. J'ai un background pas forcément lié au sujet sport, puisque moi j'ai fait une fac de droit et une école de commerce, et donc je suis aujourd'hui en charge de toute la stratégie numérique pour les contenus sportifs du service public. Et le sport par hasard, ou c'était déjà un objectif d'arriver dans ce secteur ? Alors complètement par hasard, au risque de décevoir certains. Alors je m'éclate sur ces sujets-là, mais c'est absolument pas c'était pas une ambition à la base pour moi. J'ai vraiment une casquette de stratégie numérique. Je viens du monde de l'info avant, puisque j'ai travaillé pendant 7 ans pour France 24 et RFI, et donc sur les enjeux numériques d'une chaîne d'info, notamment sur le marché africain. Quand tu dis que tu as fait droit, puis ensuite une école de commerce, sur le droit, ça t'aide aujourd'hui dans ton métier quand on sait que par exemple les droits digitaux vont être dealés de d'autres façons par exemple ? Oui, enfin sur certains sujets, même si j'ai pas été plus loin qu'une licence de droit, mais effectivement il y a certains sujets, notamment sur le cadre juridique, sur les droits d'exploitation et sur un certain nombre d'enjeux. Là, on est sur les interprétations de cas de force majeure avec la pandémie, et savoir comment est-ce que on peut ou pas revenir sur certains contrats d'exploitation suite à la crise sanitaire qui se passe en ce moment. Donc sur certains sujets, ça peut m'aider, mais je suis accompagné de juristes sur ces sujets-là. D'ailleurs, tu dis que tu es accompagné de juristes. Du coup, tu peux nous expliquer un peu comment ta division fonctionne et quel est ton rôle au sein de cette division exactement ? Alors moi, j'appartiens à la direction du numérique et donc je suis mandaté donc, par la direction du numérique pour aller prêcher la bonne parole digitale au sein de l'unité de programme sport, donc il y a une direction des sports qui est essentiellement composée de journalistes et de gens de la prod, donc de techniciens. Et donc l'idée, c'est que j'accompagne les sports avec une équipe, avec des budgets qui permettent de transformer l'offre numérique de France TV Sport, la penser différemment d'un point de vue produit, d'un point de vue marketing, d'un point de vue distribution, d'un point de vue éditorial également. Donc il y a une quinzaine de personnes qui sont dédiées à accompagner ces sujets-là. Des métiers assez différents, des métiers autour du produit, donc des développeurs, des PO, des UX, des UI, des social media managers, des motion designers et des chefs de projet qui ont une casquette très transverse et qui ont pour mission de coordonner les stratégies numériques des grands événements. Donc, on a par exemple un chef de projet dédié à Roland-Garros qui pendant 6 mois va travailler sur la façon dont on va opérer un tournoi de Roland-Garros sur le numérique, sur tous les maillons de la chaîne. Et tu as des équipes où c'est mutualisé en termes de ressources ? C'est-à-dire que toi, tu es dans le sport, mais est-ce que c'est mutualisé avec, je sais pas, le cinéma, les séries, etc. ? Alors, c'est une bonne question. C'est ce qui est en train d'arriver sur la partie produit. Donc, l'idée, c'est que l'offre produit de France Télévisions soit uniforme, soit vraiment pensée en s'affranchissant de la thématique. Et donc, c'est pour ça qu'on a opéré, pour certains, je ne sais pas si vous l'avez regardé le Tour de France et Roland-Garros en 2020, cette année, l'essentiel de notre audience vidéo, c'est joué sur France.tv. Donc l'idée, c'est qu'on capitalise sur les principaux hubs de la maison et que France.tv, qui est la grosse plateforme vidéo, porte l'essentiel de l'offre sport sur le web, ce qui n'était pas le cas les précédentes années, puisqu'on avait un site web France TV Sport qui était assez puissant, mais qui était très événementiel, donc qui était très puissant pendant les événements sur lesquels on a les droits,
et qui hors événement a vocation à traiter de l'actualité sportive, était moins puissant. Et donc la présidente Delphine Ernotte a opéré un changement drastique de stratégie il y a 2 ans maintenant, en considérant que le sport n'était pas un des grands piliers de France Télévisions et qu'il avait vocation à vivre au sein de la plateforme France.tv pour ce qui est de son offre vidéo et au sein de la plateforme France Info pour ce qui est de son offre d'actualité sportive hors vidéo et avec l'objectif de maintenir une application France TV Sport pour les fans de sport les plus engagés qui peuvent suivre et l'actualité mais également leurs événements vidéo. Et toi, justement, de ta perspective, le fait d'avoir été réintégré pour la première fois à France.tv directement plutôt que sur une chaîne France TV Sport, éditorialement et dans l'histoire que tu vas raconter autour du sport, d'un point de vue numérique, quelle est ton opinion là-dessus? On en avait parlé avec Canal+, qui disait c'est génial la puissance MyCanal et à la fois des fois le côté application standalone, ça te permet d'adresser la problématique sport beaucoup plus précisément selon les besoins des utilisateurs. Quelle est ta perspective toi là-dessus? C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est à double tranchant. On a la chance et la force d'une grosse plateforme mass média comme France.tv, et donc on sait que nos contenus sport vont être consommés par des gens qui ne seraient pas forcément venus nous voir sur France TV Sport. Là, en ce moment, les gens consomment la série 10% sur France.tv. On sait qu'on va avoir des fonctionnalités de rebond, de recommandations qui vont inviter les gens qui viennent consommer de la série ou de l'entertainment à aller consommer du sport. Et donc, on sait que c'est un cercle vertueux et que, in fine, ça va porter nos audiences vidéo à la hausse. En revanche, ce qui, moi, m'a semblé plus compliqué à mettre en place et ce qui, aujourd'hui, n'est pas parfaitement réussi, et donc c'est un de nos gros objectifs pour Tokyo 2021, c'est d'avoir un maillage hyper pertinent entre ces 2 grosses plateformes pour que les gens qui sont fans par exemple de rugby, on a le tournoi Destination sur lequel on est en train de travailler sur notre offre qui va se passer au mois de février. L'idée, c'est que tu puisses avoir ta vidéo web sur une plateforme, tes articles et tes calendriers, tes classements sur une autre plateforme, et qu'il y ait un maillage pertinent pour que les internautes qui soient fans de rugby puissent facilement jumper d'une plateforme à l'autre en favorisant une expérience utilisateur fluide. Et aujourd'hui, c'est pas hyper abouti, et donc c'est des sujets sur lesquels on est en train de continuer à travailler. C'est marrant parce que tu as dit que le sport n'était pas un des piliers de France Télé aujourd'hui. Quels sont les piliers du coup de France Télé? Parce que tu me dis ça, moi ça m'interpelle un peu parce qu'il y a Roland Garros, il y a le Tour de France. Enfin, ça représente des heures de programme. Enfin, c'est quand même énorme en termes de quantité d'heures de programme et surtout de live en plus. Alors oui, c'est énorme. Pour vous donner une stat, on a 1000 heures de programme sport par an sur France Télé, télévision, quels que soient les canaux. Et on exploite, nous, sur le numérique, sur nos plateformes numériques France TV Sport, 6000 heures. Donc on a une profondeur de contenu bien plus profonde sur le numérique que sur la télé. Ça, c'est le premier point. Et pour revenir sur les 5 piliers fondamentaux du groupe France Télévisions qui ont été dessinés par Delphine Ernotte, la présidente, le sport était en ballottage, il n'a pas été retenu parmi les 5 piliers. Donc la jeunesse, l'information, la vidéo, les régions et l'outre-mer ont été considérés comme les 5 piliers du service public. Il ne faut pas oublier que une des ambitions, une des missions du service public, c'est aussi d'aller promouvoir à Saint-Pierre-et-Miquelon des programmes, de faire en sorte que France 3 Bretagne ou France 3 Corse ait une offre broadcast et numérique puissante. Le site France Info, n'en revenons pas. Enfin, ça reste un des top 3 médiamétrie avec Le Figaro et Le Monde, et puis l'offre France.tv qui est une grosse plateforme de replay qui est vraiment le réceptacle de tous les contenus vidéo de la maison, et aussi une plateforme très puissante. Et donc l'idée, c'est que le sport vienne s'accoster à ces 2 grandes plateformes pour capitaliser dessus. Et j'ai vu que cet été, pendant le Tour de France, il y avait une enquête, une consultation sur les médias publics qui était proposée à la population pour savoir un peu ce que les gens attendaient du service public justement en termes de contenu. On parle, tu as parlé de la Covid tout à l'heure, sur l'éducation, voilà ce qu'on peut mettre en place ou des choses comme ça. Est-ce que quand vous avez déterminé ces piliers, c'est justement lié à des consultations et lié à ce que les utilisateurs et les Français vous ont fait comme retour? Oui, alors c'est pas moi qui ai travaillé sur ces 5 piliers, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on essaye d'être
d'inculquer une culture du data-driven et d'être le plus sensible au retour utilisateur. On a des liens très privilégiés avec nos téléspectateurs, nos internautes, et donc on les sollicite très régulièrement par le biais de sondages, par le biais d'études. Et donc on a un vrai retour du marché sur ces sujets-là. Donc oui, je te confirme que c'est des sujets qui ont été pas arbitrés de façon unilatérale, mais qui ont été vraiment arbitrés en sollicitant le marché français, puisque je rappelle que France Télévisions est essentiellement financée par la redevance de l'audiovisuel public, et donc France Télévisions est essentiellement financée par les Français. Et ce financement, donc il y a des budgets à gérer. C'est pas compliqué aujourd'hui de garder des droits comme Roland-Garros, comme le Tour de France, quand on sait qu'il y a des offres, alors on va pas parler forcément de l'actualité, mais il y a des offres qui peuvent dépasser maintenant le milliard. C'est pas compliqué de garder encore la propriété de ces événements ? Alors si, c'est très compliqué, je te le confirme. On est dans un marché du droit sportif hyper concurrentiel. Vous avez suivi sur les sujets Média Pro, mais globalement, il y a une surenchère des droits au global sur le marché européen, des droits sportifs, de l'achat des droits sportifs sur le marché européen. Et puis, il y a aussi la complexité du marché français qui est considéré comme un des marchés les plus concurrentiels d'Europe, avec 4 ou 5 acteurs de pay TV. Et pourtant, France Télévisions reste en Europe, je crois, un des broadcasters publics qui a le plus de droits gratuits d'événements sportifs. Je crois qu'on se tire la bourre avec la BBC, mais c'est important aussi que le contribuable français, ou enfin l'internaute, le téléspectateur en ait bien conscience. Ça veut dire qu'on a quand même une très grosse offre d'événementiel vidéo, pour en revenir sur les principaux, le Tour de France, Roland-Garros, les Jeux Olympiques, le tournoi Destination. Et donc, on essaye habilement d'avoir des logiques très héroïstes sur ces événements sportifs, en travaillant sur des modèles économiques publicitaires ou des modèles économiques via des FAI. Mais effectivement, nos contenus sont libres de droit, libres d'accès, et donc ils sont accessibles à tous. Et donc c'est aujourd'hui assez difficile de se positionner sur des gros appels d'offres, notamment sur le foot, où on est très très vite dépassé. On a encore des droits sur la Coupe de France. Et on avait ces dernières années des droits sur la Coupe de la Ligue. La Coupe ayant disparu, on n'a plus que la Coupe de France, et on a un peu de droits sur le foot féminin également. Et quand tu parles de ROI, donc l'objectif est d'avoir un retour sur investissement. Comment fonctionne le raisonnement autour du retour sur investissement chez France Télé, qui est une chaîne publique ? Alors justement, une chaîne, tu as parlé d'acteurs de Pay TV, on parlait de Canal, de beIN Sport en France par exemple. Ils ont un autre moyen de gagner de l'argent, c'est la souscription. Vous n'avez pas ce moyen-là, vous avez la redevance télé en contrepartie. Comment dressez-vous le retour sur investissement sur un événement ? Alors, c'est assez difficile, à vrai dire. On a des OKR, des KPI, enfin, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas, on a des indicateurs de performance sur la monétisation. On travaille main dans la main avec les équipes commerciales de la régie publicitaire, de France Télévisions Publicité. On sait que on a, notamment sur le numérique, des vraies ambitions pour aller faire un chiffre d'affaires pertinent sur la partie publicitaire, mais avec l'idée étant de trouver un bon équilibre, trouver la bonne ligne de crête, pour prendre l'expression du gouvernement des dernières semaines, entre une expérience utilisateur fluide et un certain nombre de leviers publicitaires. Donc trouver des formats qui sont le moins intrusifs possible, le moins agressifs possible. L'idée, c'est plutôt de descendre la durée du pré-roll avant d'accéder à un live, et de travailler sur des formats in-content qui permettent de monétiser, de valoriser des annonceurs au sein du flux de contenu directement. On a lancé pour la première fois sur ce Roland-Garros 2020 de la DAI. Donc de la DAI, c'est de la Dynamic Ad Switching, Ad Insertion, en faisant de l'envoi de publicité mid-roll au sein d'un flux. Donc quand on exploite un flux numérique, par exemple sur Roland-Garros, pour ceux qui voulaient suivre le cours Langlaine dans son intégralité, à chaque changement de côté, on avait un petit opérateur qui envoyait manuellement
une publicité mid-roll. Donc l'idée, c'est de pouvoir monétiser au mieux nos inventaires en proposant des formats les moins intrusifs possibles. Et notre objectif pour Tokyo 2021, dans une dizaine de mois, c'est de pouvoir proposer de la DAI de façon automatique sur un certain nombre d'épreuves, un certain nombre de flux, pour pouvoir avoir un retour sur investissement sur ces achats de droits qui sont... je ne connais pas les détails, mais sur lesquels, à mon avis, on n'est pas hyper rentable. Ça reste un écosystème. C'est pensé pour un écosystème global France Télé. Et donc, on n'a pas juste du ROI purement sur un événement. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que fondamentalement, si les chaînes privées n'y vont pas, c'est que vous avez aussi cet avantage de pouvoir capitaliser d'une manière différente sur ces contenus-là, en n'étant pas forcément profitable, parce qu'on sait que le sport, c'est quand même profitable, et c'est plutôt la tête de gondole qui fait que derrière, on capitalise sur ces autres sujets. Donc vous, c'est exactement la même démarche que les chaînes privées, et c'est potentiellement pour ça aussi que les chaînes privées ne viennent pas trop vous concurrencer. Tout à fait, tu sais, moi je pense toujours à l'exemple de la Coupe du Monde 2018 pour TF1, qui expliquait, le patron de TF1 expliquait que ça n'a pas été un événement rentable pour le groupe TF1, alors même que les Bleus ont été champions du monde et qu'ils sont allés jusqu'à la finale. Et donc, imaginez ce que ça aurait pu être si les Bleus s'étaient fait sortir en 8e. Ouais. Donc pour le groupe TF1, c'est comme tu le dis, Samuel, c'est une tête de gondole, c'est vraiment... c'est du contenu premium pour des presses de commerciaux, pour des presses marketing qui drive une audience qui vient en seconde main. C'est intéressant et on a parlé de monétisation, un peu moins de fonctionnalité aussi pour l'utilisateur. Tu l'as dit à plusieurs reprises, le but c'est aussi d'avoir la meilleure expérience possible pour l'utilisateur, ça reste quand même ça l'objectif. Quelles sont justement les fonctionnalités de la plateforme dont vous êtes fiers? Quels sont les nouveaux types de contenus que vous mettez à disposition? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur où vous en êtes aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Alors, effectivement... Les enjeux produits sont clés. Les enjeux produits sont clés dans le monde du numérique aujourd'hui. On y apporte une attention particulière. Je pense cependant que sur la thématique sport, les enjeux produits sont moins importants que pour d'autres thématiques. Je m'explique. Si vous êtes les seuls sur un marché à avoir les droits sur un événement, même si vous avez un site et une application merdique, les gens viendront chez vous pour consommer vos contenus. Et ça, c'est vrai pour le sport, c'est moins vrai pour d'autres thématiques. Donc on a un vrai focus sur le contenu et le contenant passe, je dirais, un peu dans un deuxième temps. Ceci étant dit, bien entendu, il faut qu'on ait une expérience fluide, il faut que les enjeux de monétisation soient les plus discrets possibles, il faut qu'on ait un certain nombre de fonctionnalités qui soient proposées à nos internautes, qui soient adaptées à l'usage des contenus sport. Je rappelle que le sport se consomme essentiellement en live, et on le voit, il n'y a pas d'autre équivalent par rapport à d'autres thématiques. En tout cas, nous, chez France Télévisions, 94% des contenus live du Tour de France, là, au mois de septembre 2020, ont été consommés en live. 94% des contenus vidéo du Tour de France ont été consommés en live. C'est-à-dire que tout le travail qu'on fait autour des replays, autour des extraits, finalement, ça reste assez anecdotique par rapport à ce que les gens consomment. C'est aussi par la nature du vélo, ça, j'imagine. C'est aussi par la nature du vélo. Les résultats ont plutôt tendance à aller dans l'autre sens, dans le milieu du sport, où tu as de plus en plus de bite size qui fait concurrence au... C'est vrai, alors nous, on se sert des extraits beaucoup pour les réseaux sociaux, pour aller driver une audience sur nos environnements propriétaires ou proposer de l'insolite, effectivement, sur les réseaux sociaux. C'est vrai que également, pour d'autres événements, on parle des JO qui vont se passer l'été prochain, essentiellement la nuit. On sait qu'on va avoir des très grosses consommations de replay au petit matin ou alors des consommations de best-of. Et donc, on va devoir travailler sur une offre éditoriale repackagée au petit matin pour proposer dès 6h, 7h du matin les best-of de la nuit. Donc, effectivement, c'est lié au contexte, au sport et au contexte. Mais voilà, on sait quand même... La valeur du live, indéniablement. Le live est quand même très important. Et donc, si le live est important, ça veut dire qu'il faut avoir des fonctionnalités au sein de ton produit qui sont adaptées à une consommation de live. Je pense, par exemple, à un player conversationnel. Je sais qu'il y a des super structures sur le marché qui le proposent. Et aujourd'hui, chez nous, on est assez déçus de voir les gens échanger autour d'un événement sur lequel on a des droits. On propose le direct sur nos plateformes et les gens vont partager, discuter, échanger sur notre compte Twitter et on a du mal à les faire revenir chez nous. Et donc, ça fait partie des fonctionnalités sur lesquelles on doit travailler pour mieux engager. J'allais dire ça, c'est super intéressant parce qu'effectivement, tu dis... pardon, David. Je le rapproche du micro.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est que justement, tu vas dans la direction, toi, de mettre du mid-roll sur le contenu numérique. Donc, ouais, pour des gens qui travaillent dans le digital, c'est génial parce que tu dis, ouais, donc, d'un point de vue groupe, tu as vraiment une stratégie, une vision qui est en train d'être mise en place là-dessus. Et tu disais tout à l'heure que grâce au live, tu draines quand même un certain trafic, mais que le produit était moins important. Mais de par le business model que tu es en train de mettre en place avec du mid-roll, les temps de session des utilisateurs va devenir de plus en plus important parce que justement, tu commences à réussir à capitaliser ton inventaire sur des durées de session plutôt que juste sur le côté pré-roll une fois que tu lances la vidéo et à la limite après que ton utilisateur reste 5 minutes ou 20 minutes, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors que là, de plus en plus, on va aller dans cette direction quand même. Ouais, bah c'est le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est effectivement d'avoir des fonctionnalités qui sont propres aux usages du sport. Le sens de l'histoire, c'est aussi de proposer du contenu qui est affranchi de celui de l'antenne. Nous, on est un groupe média télé. L'idée, c'est justement pas de faire que sur le numérique, on propose exactement ce qui passe à la télé sur un smartphone, sur une application ou sur un site web. C'est ce qu'on a beaucoup fait ces dernières années. Et là, l'objectif, c'est d'avoir une offre éditoriale complètement différente. Donc ça va, comme on l'a lancé il y a quelques années, par du multiflux sur un tournoi de Roland-Garros pour suivre les matchs que tu as envie de suivre. Ça va également sur le fait d'avoir des commentateurs différents sur le numérique par rapport à ceux de l'antenne. Je rappelle que sur l'antenne, on a des moyennes d'âge qui sont assez âgées. Voilà, on est à plus de 50 ans hein, pour le téléspectateur moyen qui consomme un live sport sur France Télévisions. Hein. Ouais. Alors que sur le numérique, on arrive à descendre sous la barre des 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'on casse un peu les codes, on n'a pas forcément envie d'avoir la même analyse et les mêmes commentaires qui passent à la télé que sur le numérique. C'est pour ça qu'on monte des partenariats avec des influenceurs, avec des gens qui vont un peu casser les codes et proposer une façon de présenter le sport un peu différente. Mais ça passe aussi le fait de s'affranchir de s'affranchir des logiques antennes sur le numérique. Ça passe aussi par l'exploitation de ce qu'on appelle nous un signal international, c'est-à-dire que on prend l'antenne beaucoup plus tôt sur le numérique. Je pense au Tour des Flandres qui a eu lieu hier sur les antennes de France Télévisions. Avec la chute de Julien Lafilippe, hein, pour ceux qui l'ont vu. Pas belle à voir, mais qui a pour le coup été un extrait qui a été très largement consommé et sur lequel on a fait une belle audience pour France TV Sport. Et bah, typiquement, l'antenne couvrait l'heure et demie avant l'arrivée de la course. Nous, sur le numérique, on prend l'antenne beaucoup plus tôt, hein, dès la production, dès le lancement du signal international. Donc on propose 5-6 heures, l'intégralité de la course. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de proposer une expérience différente sur le numérique par rapport à celle de l'antenne. Ça m'amène 2 questions. Je sais pas par quoi commencer, parce que tu as parlé de l'audience, mais tout est un peu lié, parce que tu as parlé de l'audience qui soit tu es sur la plateforme, soit tu es sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc, on a compris qu'en fait, les réseaux sociaux, etc., devenaient un enjeu pour justement rajeunir aussi votre audience. Quelle est aujourd'hui la place des réseaux sociaux pour une chaîne comme France Télé ? Ma question, je vais la scinder en 2. Vous avez fait quelque chose sur Snapchat pendant le Tour de France. C'était super, je vais te laisser l'expliquer. Mais quelle est la place après au global des réseaux sociaux, étant donné que toi, en tant que chaîne publique, le but, c'est d'être vu par le plus grand nombre. Donc finalement, tu pourrais très bien juste diffuser sur les réseaux sociaux, en fait. Alors ouais, c'est des stratégies qui fluctuent avec le temps, j'ai envie de dire. Moi, quand je suis arrivé en 2016 sur ce poste-là, la logique globale du service public, c'était d'arroser assez large. Et c'était de se dire, on est en quête de visibilité pour notre marque, on est en quête d'audience. Et donc, en 2017 notamment, on a proposé en live sur nos réseaux sociaux, sur nos plateformes sociales, on a proposé en live un certain nombre de contenus. On a été les premiers en Europe à le faire, on a lancé un dispositif dont j'ai oublié le nom, sur Twitter, où on a proposé des matchs de l'équipe de France, des 6 nations, en direct, des matchs de l'équipe de France, en direct sur Twitter, avec un rev share, avec des gros enjeux de monétisation, hyper intéressants. Et on est vraiment revenu là-dessus. L'idée, c'est de se dire les réseaux sociaux, même si on est un service public, doivent être essentiellement là pour driver de l'audience vers nos environnements propriétaires. Et donc, on a des stratégies de publication sur le social qui ont été complètement revues ces 2 dernières années, où on publie presque plus de contenu en natif, ou en tout cas pas de contenu premium en natif.
On a dans nos budgets d'acquisition marketing, on ne sponsorise maintenant plus du tout de posts natifs vidéo. Nos budgets d'acquisition marketing servent à télécharger notre application, ou alors on fait du dark post pour inviter les gens à aller consommer les extraits ou les lives sur nos plateformes propriétaires. Tu peux expliquer ce que c'est le dark post pour nos auditeurs? Le dark post, c'est le fait d'engager des budgets marketing, par exemple sur Facebook, pour les gens qui sont considérés comme appétents sport, mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne France TV Sport. Et donc, on va leur pousser du contenu en leur disant viens vivre l'extrait de la balle de match incroyable de Nadal. Et donc, on leur pousse un visuel avec un titre. Et s'ils veulent venir consommer ce contenu, ils doivent cliquer et venir sur nos plateformes France.tv pour le consommer. Alors qu'il y a encore 2 ans, on aurait poussé cet extrait nativement sur les réseaux sociaux. Et pourquoi ce revirement, pourquoi ce virage il y a 2 ans du coup? Parce qu'il y a une nouvelle direction qui est arrivée et que France.tv se veut une plateforme vidéo référente sur le marché français. Et donc l'idée, c'est que les jeunes, les internautes viennent consommer les contenus chez nous plutôt que sur nos réseaux sociaux. Donc nos réseaux sociaux servent à driver de l'audience, servent à faire du branding, c'est-à-dire on fait des jeux concours, on a fait gagner des places, des places pour des matchs, on a fait gagner un certain nombre de maillots sur le Tour de France. Nos réseaux sociaux servent également à mettre en place des opérations spéciales avec la régie publicitaire. On expose du brand content, on met en place un certain nombre de sujets d'OPSP. Mais l'essentiel de nos réseaux sociaux sert à driver de l'audience chez nous, sauf... Et effectivement, je rebondis sur ce que tu disais, David, tout à l'heure sur nos dispositifs Snapchat. L'idée, c'est aussi de se dire que on est parti du constat que les jeunes, on avait du mal à générer une audience jeune chez nous. Et donc, si les jeunes ne venaient pas sur France.tv pour consommer nos contenus, il fallait qu'on aille sur des plateformes qu'ils ont l'habitude de consommer pour leur exposer nos contenus. Et donc, on a mis en place depuis 1 an maintenant une équipe dédiée à la création de contenu, du contenu ad hoc sur Snapchat, avec des journalistes et des motion designers. Et donc on a monté un deal avec Snapchat, avec la régie, pour pousser quotidiennement du contenu sur nos grands événements, que ce soit sur Roland-Garros, sur le Tour de France. On va le renouveler sur les 6 nations, sur les Jeux Olympiques. Des contenus courts d'1 minute qui sont un résumé en format vertical avec les codes d'un public de moins de 25 ans, du motion, un peu du LOL, un peu de l'insolite, un peu du gag et un peu d'actu chaude. Et donc ce contenu ad hoc créé pour Snapchat, il est publié quotidiennement à 20h sur notre chaîne France TV Sport. Et donc du coup, donc c'était avec Snapchat, donc ces contenus-là étaient joués uniquement sur Snapchat parce que j'imagine qu'il y avait un accord particulier avec eux, ou c'était disponible sur toutes vos plateformes? Alors, il y avait effectivement un accord, un partenariat avec Snapchat, avec des enjeux de monétisation dédiés avec Snapchat. En revanche, on n'avait pas d'exclusivité de distribution et donc pour nous, l'objectif, c'était d'aller pouvoir l'exposer sur d'autres plateformes capables de recevoir un contenu vertical. En l'occurrence, on l'a publié sur IGTV et sur nos stories Facebook. Et vous aviez une stratégie aussi d'utiliser les différents athlètes ou participants à l'organisation pour justement relayer ce travail fait sur les réseaux sociaux. Il y a donc la stratégie plateforme très claire, la stratégie de reach. Est-ce que vous avez mis en place un dispositif pour justement capitaliser sur les différents athlètes participants pour continuer à travailler cette image? Ouais, alors ça c'est effectivement un chantier qui est important, qui en fait prend 2 thématiques. La première via les athlètes, la deuxième via les figures de l'antenne. Et donc quand on a dans tout le sport un Kevin Mayer par exemple qui vient 10 minutes un lundi soir interviewé par Fabien Lévesque, l'idée c'est que on le sollicite quelques minutes avant le tournage ou après le tournage et on lui demande de relayer le contenu, relayer quelque chose. On a eu par exemple, on a lancé une nouvelle application France TV Sport cet été et on a fait relayer cette application France TV Sport par le biais de petits contenus comme ça, chauds, rapides. C'est Kevin Mayer, France TV Sport vient lancer sa nouvelle application, téléchargez-la pour suivre les Jeux Olympiques 2021. Typiquement, ça c'est des choses qu'on a fait, mais qu'on a également fait sous un prisme un peu plus léger, j'ai envie de dire, avec les figures de l'antenne, où on a eu par exemple des vidéos de sponsors
pendant Roland-Garros, incarné par Nelson Montfort, invitant les internautes à télécharger l'application avec un petit smiley. Et donc, ça fait partie des activations de levier dans l'écosystème, où se dire, en gros, on est un groupe média un peu old school, du service public. Il faut qu'on arrive justement à prendre un peu de recul vis-à-vis de ça, à capitaliser là-dessus. Et donc, servons-nous de nos émissions à l'antenne, servons-nous des figures de l'antenne, utilisons des relais via des bandeaux qui passent à l'antenne pour inviter à vivre des expériences sur le numérique. Enfin, c'est vraiment, il faut adapter sa stratégie marketing en fonction des forces en présence. En l'occurrence, on connaît nos faiblesses chez France Télévisions, mais on connaît aussi nos forces. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir relayer tout ça. Oui, et puis c'est assez gagnant-gagnant finalement, parce que l'athlète est gagnant, parce que tu lui donnes aussi de la visibilité sur ta chaîne, surtout quand on parle de sport mineur. Kevin Mayer est un grand champion, mais hélas, il n'a pas la visibilité d'un Mbappé. Donc, pour lui, c'est gagnant. C'est aussi gagnant pour sa fédé. La fédé d'athlètes a besoin de visibilité. C'est pas le Decastar qui sera suffisant pour donner de la visibilité au décathlon en France. Et en plus de ça, toi, tu capitalises dessus. Et l'utilisateur final voit autre chose que le spectre de ce qui drive l'économie du sport aujourd'hui. En l'occurrence, pour 80% des revenus, c'est le football. Et donc, en fait, vous êtes en train de créer un espèce de cercle vertueux, je dirais, autour justement de tous ces sports mineurs. Et est-ce que du coup, l'objectif de demain, c'est pas aussi de devenir cette plateforme de référence pour aller consommer du sport entre guillemets moins attractif pour la masse? Alors oui, probablement, même si c'est des sujets très strates sur lesquels j'ai pas toute la visibilité, bien entendu. Mais oui, on sait que le foot trust l'essentiel des audiences et du chiffre d'affaires. Publicitaire et de merchandising d'ailleurs et de distribution. Et donc l'idée pour nous, France Télévisions, service public, c'est probablement d'aller chercher d'autres sports sur lesquels on est plus crédible, plus légitime. Je pense à des sports tout bêtes, mais comme le running, qui est, je crois, celui qui est le plus pratiqué en France. Et on fait des scores d'audience quand on diffuse un marathon, un semi-marathon, ou du cross-country, ou un certain nombre de petites captations qui vont être des championnats de France ou des petits championnats d'Europe ou même des championnats départementaux. À partir du moment où on récupère ce contenu-là, il y a une production derrière, même si elle n'est pas parfaite. On sait qu'on a des audiences qui sont hyper engagées, qui vont le suivre et qui vont être assez fidèles et qu'on arrive à réengager en CRM avec des newsletters dédiés en fonction des sports. D'ailleurs, c'est pour la petite anecdote, sur notre application, on a la possibilité de s'abonner à des pushs des différents sports qu'on aime et on a surtout la possibilité de s'abonner à tous les pushs sauf le foot. Et c'est un parti pris en termes de strat, c'est-à-dire on est quand même très inondé par le football et donc on a la possibilité, et d'ailleurs on voit que c'est un segment de l'application qui est énormément sur lequel il y a énormément de gens qui s'abonnent, c'est les gens qui s'abonnent à tous les sports sauf le foot. Et donc c'est aussi un parti pris pour France Télévisions. Ouais, non, j'allais dire c'est super intéressant parce qu'effectivement la notification de foot je l'attends pas de France TV parce que vous n'avez pas les droits et que tu reçois 17 notifications pour le but de ton équipe préférée d'une manière générale. Ouais, globalement, tu peux l'avoir partout alors que le sport plus mineur, justement, il est plus difficile à trouver. Ouais, on parlait... Tout à fait. Et alors, c'est d'ailleurs assez marrant parce que quand on étudie avec les datas dont on dispose, les typologies de contenu qui sont consommés chez France TV Sport sur une année par rapport à une autre, il y a typiquement il y a 5-6 sports qui remontent tout le temps, qui sont le cyclisme sur lequel on est assez légitime puisqu'on diffuse quand même une grosse partie des classiques et de la saison. Il y a le tennis, il y a le rugby, il y a les sports mécaniques, automoto, où on est assez attendu, on a des audiences très engagées autour des sports automoto. Et puis ensuite, on va avoir des sports qui se snackent comme du basket, du ski, on va avoir du volleyball, enfin voilà, c'est assez morcelé. Et quand on revient sur une grande compétition, par exemple, sur les Jeux de Rio, la typologie de sport qui avait été le plus consommée pendant les 3 semaines des Jeux Olympiques, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ? J'allais dire le beach volley. Alors non, c'est pas le beach volley. Le judo ? Non plus. C'est la gymnastique. La gymnastique. Et donc c'est pas très commun. Moi j'aurais. On a vu des bons résultats français. Oui, il y avait une Française qui avait été médaillée d'argent, je crois.
Mais voilà, c'est la gymnastique qui avait généré le plus de vues pendant les 3 semaines sur le numérique, pendant les 3 semaines des Jeux Tout comme France Rio. Télé était souvent réputée pour passer du patinage artistique. Exactement, j'ai oublié le patinage, mais tu as raison. À l'époque, Non, mais c'est vrai, t'as grandi avec le patinage artistique à la télé. Donc voilà, mais manifestement, c'est que ça a un intérêt. Tout comme tu peux tomber sur pas mal de biathlons en regardant un peu de l'équipe, etc., qui sont ces nouveaux types de sports. Mais c'est vrai qu'après, le patinage artistique n'a pas eu un super rebond comparé aux audiences qu'il devait faire dans les années 90. Non, c'est assez difficile d'engager, en tout cas sur le numérique pour le patinage. Je crois que la télé continue de faire des audiences intéressantes, mais voilà, ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure, c'est que l'âge moyen du téléspectateur est assez loin de l'âge moyen de l'internaute, et donc on a plus de mal à engager sur le patinage. Vous avez votre niche de 70 ans qui regarde toujours le patinage artistique sur le linéaire. Et d'ailleurs, on a parlé beaucoup de live, de regarder du contenu, etc., de le consommer. Tu nous as dit que vous essayez quand même de créer du contenu storytelling. On l'a vu, on répète le Tour de France. Tu as bien vu que j'ai bien suivi mon Tour de France cette année en plus. Il y a des on-board maintenant sur certains vélos avec des images qui sont assez impressionnantes et on voit que c'est pas si facile de rouler dans un peloton, etc. Comment vous créez justement votre stratégie de VOD, de storytelling autour des contenus live que vous avez afin de capitaliser dessus? Je prends l'exemple d'une autre chaîne où je trouve qu'ils font un très bon travail, c'est Canal. Canal, quand ils ont des droits, globalement, en tant que marque, tu peux être content parce que tu te dis ils vont vraiment capitaliser dessus. On le voit maintenant, ils ont la Première Ligue direct, ils ont créé des nouveaux programmes, ils les ont diffusés, il y a une chaîne Première Ligue qui a été créée, etc. Donc, et puis, ils sont très forts. Du foot, à leur décharge aussi, ça vaut pour le golf, ça vaut pour d'autres sports tous qui les sont sports plus mineurs pour la F1. Ouais, exactement. C'est vraiment sur tous les sports. C'est vrai que j'ai repris encore du foot. Faut pas parler de football. T'as bien raison. Et justement, vous, quelle est votre stratégie pour capitaliser sur ces contenus? Alors, je pense qu'on est encore, on est probablement moins mature que Canal sur ces sujets-là. C'est effectivement des réflexions marché qu'on a bien en tête. On sait qu'il faut qu'on arrive à diversifier notre offre. Notre offre, elle est aujourd'hui très dépendante de la vidéo. Elle est aujourd'hui très dépendante de la vidéo live. Donc déjà, il faut la diversifier vis-à-vis de la vidéo, c'est-à-dire proposer un écosystème sur lequel tu es censé être légitime, c'est-à-dire en l'occurrence le Tour de France. Donc c'est activer des articles, activer de la data, mais activer aussi de la gamification. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des fantasy tours qui ont été mis en place avec ASO. Tout ça, c'est vraiment capitaliser sur un écosystème complet pour être le référent du Tour de France, quelle que soit la typologie de contenu qui puisse être consommé. Et ensuite, pour parler de vidéo, bien entendu, le live trust l'essentiel. On a donc certains replays, on a des extraits vidéo. Et ensuite, on a ce qu'on appelle une 4e typologie de contenu qui sont nos extraits, enfin nos contenus natifs numériques, qui sont des contenus qui vont être faits par nos monteurs, nos motion designers pendant la compétition et qui sont des contenus à destination des réseaux sociaux, à destination de nos plateformes et qui peuvent être la journée des Français, le Zap insolite, le best-of de la semaine. Moi, je crois aussi beaucoup au fait de pouvoir sortir un peu de notre socle en tant que service public. Justement, on n'est pas Eurosport et donc il faut sortir un peu de notre socle purement sportif. Sur le Tour de France, on a des contenus qui ont hyper bien marché, qui sont des contenus qu'on a appelés des contenus patrimoine. On a exploité toutes les vidéos aériennes des hélicoptères du Tour de France et on les a repackagés intelligemment pour, par exemple, vue aérienne du Béarn ou vue aérienne de l'Aveyron. Quand le Tour passe les gorges du Tarn dans l'Aveyron, tu as des images d'hélicoptères qui sont extraordinaires, qui mettent en avant le patrimoine français et qui peuvent tout à fait intéresser des gens qui sont pas forcément fans de vélo, mais qui sont soit aveyronnais, soit qui ont envie de savoir pourquoi la petite église romane située aussi au-dessus de Millau, voilà. Et donc voilà, c'est aussi cette logique-là de se dire, on a la matière première. Elle est hyper premium, mais essayons de tirer des ficelles pour exploiter à côté de cette matière première purement live sport un certain nombre d'autres contenus. Et c'est un super bon exemple parce qu'effectivement le Tour de France rayonne pour le côté sportif, mais justement en tant que service public, tu mets en valeur le patrimoine français, tu mets en valeur d'autres choses et c'est super intéressant. Et d'ailleurs on le voit à l'international, aux États-Unis d'ailleurs le Tour de France fait de très belles audiences et beaucoup en fait expliquent qu'ils ne regardent pas pour le vélo, ils regardent pour visiter la France. Et c'est assez incroyable en fait de voir que vous arrivez à capitaliser là-dessus. Et en plus, quand bien même dans un programme qui peut durer 4-5 heures par jour, donc c'est long. C'est des programmes où parfois il se passe rien. Alors cette année c'était un peu moins vrai parce que même les étapes, on va dire de plaine, il se passait des choses. Mais c'est
hyper intéressant de dire que voilà, vous arrivez à capitaliser sur ce genre de contenu. C'est le début, hein, mais en tout cas, on a ces réflexions-là en se disant, mais on sait qu'on n'est pas Eurosport, on n'est pas attendu pour la performance pure des sportifs. D'ailleurs, on sait que nos audiences sont essentiellement dépendantes de la réussite des Français. On est un mass média, les gens nous suivent pour nos droits, mais les gens nous suivent aussi sous un prisme très français. On l'a vu sur Roland-Garros, où forcément, contrairement à un Eurosport, qui est notre concurrent en pay TV sur ce typologie d'événements, Eurosport, les gens sont fans de tennis, les gens qui consomment Eurosport, et donc finalement, même s'il n'y a pas de Français en quart de finale, ils font des audiences qui sont très correctes. Nous, on est quand même très dépendants des Français, donc on doit aller chercher d'autres segments pour exploiter nos contenus vidéo. Donc on parlait du patrimoine sur le Tour de France, sur Roland-Garros. On n'a pas pu le mettre en place cette année à cause du contexte sanitaire, mais on avait cette piste-là l'année dernière, hyper intéressante, autour de la peopleisation, donc du sujet un peu people. Quand on a Kate Middleton ou Kylian Mbappé qui sont dans les tribunes à Roland-Garros pour suivre un match, dès qu'on arrive à clipper l'extrait de Kylian Mbappé en train d'applaudir et de se lever pour saluer la victoire de Djokovic, ça c'est un contenu qui a un fort potentiel d'audience. Et donc l'idée aussi c'est de pouvoir proposer d'autres typologies de contenu sur nos événements, donc du patrimoine sur le Tour de France, plutôt du people sur Roland-Garros. On réfléchit à d'autres choses sur les Jeux Olympiques. Voilà. Ça, c'est super intéressant. Et là, c'est surtout un rebond sur ta réponse précédente. Et comme on vient des univers de des startups, est-ce qu'il y a des solutions, justement, toi, techniquement, qui ont bien marché, que tu voudrais prendre en exemple, toi, sur ces événements qui ont eu lieu, là, donc le Tour de France et Roland-Garros 2020? Est-ce que, toi, il y a des technologies, par exemple, pour les mettre un petit peu en avant, qui ont bien marché pour toi, et donner un exemple de leur exploitation et à quel point elles ont réussi à répondre à une problématique de votre côté? Alors oui, l'innovation elle est au cœur de nos réflexions, c'est bien entendu hyper important sur nos dispositifs numériques qu'on arrive à proposer des briques d'innovation, hein, ça fait vraiment partie de nos métiers. Je dirais que cette année, compte tenu du contexte, ça a été assez difficile d'innover. Parce que les partenaires étaient frileux, parce que l'accès sur place était difficile et donc on a malheureusement assez peu innové. Peut-être 2-3 exemples. En termes d'innovation, cette année, ce qu'on a fait, qui a pour le coup pas trop mal marché, mais plutôt en amont des événements de septembre, c'est le e-sport et le fait de s'être aventuré sur des sentiers de sport virtuel. On a par exemple proposé les 24 heures du Mans virtuels avec l'ayant droit, avec un certain nombre de partenaires, qui a été un vrai carton en termes d'audience, qui on a presque fait autant de vidéos vues en live sur les 24 heures du Mans virtuelles en juin, qui sont passées sur les dates historiques, que sur les vraies 24 heures du Mans qui ont eu en septembre. Alors bien entendu, ces 24 heures du Mans virtuelles n'étaient jouées que sur le numérique, alors que sur les 24 heures du Mans de septembre, il y avait bien entendu une audience broadcast. Mais il y a des sacrés noms qui étaient présents. Je crois Verstappen était là. Tout à fait. Ça aide aussi à faire rayonner l'événement, quoi. Exactement. Donc ça, c'est des sujets d'innovation sur lesquels on a travaillé. Ensuite, il y a des briques, il y a des fonctionnalités sur lesquelles il faut qu'on avance. Je vous parlais de player conversationnel tout à l'heure. Il y a quelque chose qui nous a beaucoup manqué cette année, sur lequel on n'a pas eu le temps d'avancer. C'est ce qu'on appelle un EPG, une grille des programmes. C'est nécessaire qu'on puisse l'avoir pour les Jeux Olympiques. On l'avait pas sur ce Roland-Garros, mais c'est quand tu arrives dans ton écosystème numérique que tu saches exactement, plus ou moins, quel est le programme de ta journée sur le numérique, à quelle heure commence tel match, sur quel canal. Donc ça, c'est des sujets qui sont importants. Ensuite, en termes d'inno, je peux également vous parler des sujets 4K, 8K. Bien entendu, alors la 4K est plus considérée comme un sujet innovant. Et il est presque rentré maintenant comme un sujet mass média, mais en tout cas, nous, on y croit beaucoup chez France Télévisions, hein, augmenter la qualité du flux. Et puis, un dernier point qui me semble important et sur lequel on n'a pas encore identifié le bon partenaire technique pour nous accompagner là-dessus, c'est comment est-ce qu'on intègre... en fait, on sait déjà que sur nos événements, les gens nous consomment de plus en plus sur le numérique, hein, sur des devices mobiles, que ce soit applicatif ou sur du web mobile. Et donc, on a des problématiques d'exposition de contenu en vertical. Comment est-ce que tu exposes un contenu live en vertical? Comment tu suis un match de tennis en vertical sur ton mobile? Et donc là-dessus, on a des vrais enjeux pour
identifier un bon partenaire et pour pouvoir l'embarquer sur nos environnements. Qui vous accompagne sur une captale live complète en format vertical avec une méthode de production. Okay. Exactement, de production et de distribution, puisqu'en fait on se rend compte même pour nos réseaux sociaux, on parlait de Snapchat tout à l'heure et le fait d'avoir une équipe dédiée pour créer, travailler et produire du contenu vertical sur format story, ce contenu-là qui est de qualité, on aimerait bien pouvoir l'exploiter directement chez nous. Et aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Et donc, on utilise un player maison, un player France Télé, qui aujourd'hui ne sait pas tourner en mode vertical. Et donc, ça fait partie aussi des enjeux qui me semblent importants à travailler pour demain. Ouais, je bug un peu là en même temps, mais je voulais rebondir sur le côté e-sport. Donc, il y a eu cet événement effectivement organisé avec l'ACO, le WEC, et je crois que c'est AMP d'ailleurs qui vous a fourni tout le setup pour diffuser ça. Justement, le e-sport, c'est un sujet aussi pour rajeunir votre audience. Est-ce que vous avez déjà un peu une stratégie, une visibilité sur ce que vous voulez faire dans les mois, dans les années à venir ? Alors oui, on commence à avoir mis en place cette stratégie. Effectivement, comme tous les éditeurs médias d'Europe, c'est un sujet. On sait, moi, je suis halluciné des chiffres sur le e-sport à l'échelle européenne et même internationale, des taux de rétention, des taux d'engagement. Et donc, il faut nécessairement que France Télévisions avance sur les sujets e-sport. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est de savoir si le e-sport doit être porté par une thématique comme le sport ou en fait doit être porté par une thématique plus large au sein de France Télévisions. Ce qui est aussi difficile, c'est de savoir si le e-sport est du sport ou le e-sport finalement est un contenu sociétal qui adresse les jeunes publics et donc qui serait pas forcément qui n'a pas forcément vocation à être traité par une unité de programme sport. Ça, c'est le premier constat. Ensuite, sur le e-sport, il y a deux autres constats. Pendant le confinement, on a avancé beaucoup sur du virtual sport qui était incarné par les sportifs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a joué un tournoi de Roland-Garros e-sport avec Gaël Monfils, Gasquet, qui jouaient avec leurs propres avatars. Ça n'a pas marché. On a joué un e-Tour de France au mois de juillet avec des grands noms du cyclisme. Ça a marché, mais ça n'a pas été une réussite extraordinaire. Ce qu'on constate sur le e-sport, c'est que 5% du e-sport concerne en fait des vrais sports. Et donc l'essentiel du e-sport sont des jeux de fantasy, sont des jeux de stratégie, des League of Legends, notamment pour ne citer que. Et donc c'est une autre façon éditoriale d'aborder et de suivre ces compétitions qui sont aujourd'hui distribuées en quasi-exclusivité sur Twitch. Et donc on a du mal aujourd'hui à nouer des partenariats solides avec les ayants droit pour pouvoir récupérer l'exclusivité de distribution sur nos sites. Aujourd'hui, par exemple, Riot, avec lequel on travaille sur League of Legends, en tout cas on a travaillé l'année dernière sur League of Legends, nous dit, en gros, moi j'ai pas besoin de France Télévisions, Je veux bien qu'on monte un partenariat de co-distribution, mais de toute façon, mon audience elle est sur Twitch. Elle viendra pas chez vous. Ouais. Et j'ai aucun intérêt à couper ma distribution sur Twitch. Je peux vous proposer une co-distribution, mais même avec une co-distribution, et donc il faudrait hyper bien marketer le contenu, on aurait beaucoup de mal à faire basculer les usages de Twitch vers France Télévisions. Donc c'est un vrai sujet. Ouais, c'est un peu le retour qu'on avait eu de la part de David Laniel aussi de GameWard dans un autre épisode qui nous parlait justement de la distribution des droits médias et qu'on allait arriver plutôt sur un modèle à la NBA en fait où ça allait être plutôt une ligue qui allait après redistribuer les droits et finalement cette ligue elle se suffit à elle-même parce que oui, il y a Twitch en diffusion, s'ils veulent créer une autre plateforme ils peuvent et en fait ils n'ont pas besoin des droits médias comme le sport traditionnel, donc c'est toujours plus délicat de se positionner. En revanche, dans ce que tu as dit avant, t'as parlé d'un tournoi e-sport autour du tennis, Roland-Garros. T'as dit que c'était plutôt un échec. Quelle est la place de l'échec au sein de France Télé ? Alors quand je dis la place de l'échec, c'est pas la chaîne qui ne fonctionne pas, c'est à quel point vous avez le droit de tenter des choses et voir si ça fonctionne ou pas finalement. Bah ça c'est une très bonne question. Je pense que c'est très lié quand même au contexte 2020 qui a permis aux éditeurs, qu'ils soient sur le sport ou sur d'autres, de tâtonner sur des nouvelles pistes à creuser. Notre métier d'événementiel sportif sur le numérique s'est stoppé au 15 mars. On avait
plus de droits puisque la plupart des événements ont été stoppés, donc il a fallu se réinventer. On a travaillé sur de la rediffusion d'archives qu'on a marketé tant bien que mal. On a travaillé sur des quiz, des jeux concours pour essayer d'engager un peu nos audiences, mais ça a été très très relatif en termes d'audience. Et puis ensuite, vraiment le troisième pilier qu'on a creusé, c'est ces sujets e-sport qui ont été bien travaillés pendant plusieurs mois, mais on voit depuis début août et la reprise du sport, même si elle est dans un contexte compliqué, on a beaucoup de mal à engager sur des... Enfin, en gros, le sport étant revenu, le virtual sport est un peu repassé à la trappe ou un peu disparu. Et donc, voilà, là, on nous a proposé d'autres distributions. Par exemple, on nous a proposé la diffusion d'un événement d'aviron en machine. Il paraît que c'est quelque chose qui commence à bien marcher. Et en fait, on a refusé parce que le contexte aujourd'hui, diffuser des mecs dans une salle de sport sur des avirons, c'est moins notre ADN. Je vois pas pourquoi entre le patinage artistique et l'aviron dans les salles de sport. Génial pour votre tranche d'âge. Ouais, mais c'est aussi ça, je trouve, qui fait le charme justement du service public au global. Où t'as parlé de numérique et avant ça, avant de faire justement du multistream sur France Télé, vous avez commencé à utiliser sur la TNT France 4 en disant bah attendez, vous avez un flux de plus et vous pouvez regarder un autre type de contenu. C'est aussi bien, c'est que c'est peut-être aussi vers ça qu'il faut tendre, essayer de moins se focus justement que sur le foot ou sur le sport mainstream, mais d'aller chercher d'autres choses, d'autres fonctions. Et justement, sur ces autres fonctions, est-ce que vous arrivez à les lier aussi avec d'autres piliers de chez France Télé? Est-ce que tu arrives à lier le sport à la série, le sport à un autre divertissement, des choses comme ça? Alors vendredi, on a lancé il y a un an une soutenance qu'on a appelée MBA Tokyo avec des étudiants sur un MBA de management sportif. Et le pitch, c'était comment concevoir une stratégie de communication en amont et pendant les Jeux de Tokyo à destination des jeunes publics. C'était hyper intéressant parce que on a eu donc différentes équipes qui nous ont proposé différents dispositifs. Et il y a un dispositif qui nous a été proposé, qu'on n'avait même pas envisagé, qui était finalement d'insérer dans un storytelling du contenu olympique sur l'émission Scam. Scam, c'est une émission à destination des jeunes qui cartonne, qui est une série vraiment pour des lycéens ou enfin des 15-20 ans qui cartonne, qui est diffusée en exclusivité sur France TV. Et donc l'idée, c'était de se dire, dans les pitchs de Scam qui vont être produits là dans les premiers mois de 2021, on va essayer de suivre un athlète gay par exemple ou issu de minorités qui en fait est un sportif de haut niveau qui va participer aux Jeux de Tokyo et comment est-ce que sa vie comment est-ce qu'il articule sa vie autour de ça et comment est-ce qu'on va pouvoir positionner peut-être dans Scam une application France TV Sport avec peut-être des jeux concours avec des relais sur les réseaux sociaux. Donc l'idée c'est vraiment de capitaliser sur les forces en présence, les productions, mais aussi les produits de France Télé, pour pouvoir essayer d'aller toucher nos jeunes publics et qu'il y ait des passerelles. Ça, c'est un premier exemple. Autre exemple, quand on diffuse un événement type Roland-Garros, quand on a au premier tour un jeune breton, par exemple, typiquement, on propose l'embed de notre player France TV Sport sur le site de France 3 Bretagne, qui est un site propriétaire, un site maison. Et donc, ça fait de la vidéo vue pour nous, ça reste dans un écosystème France Télévisions. Et éditorialement, c'est pertinent pour France 3 Bretagne, qui suit le match de son jeune régional. Donc, c'est aussi des sujets sur lesquels il faut qu'on capitalise sur les forces en présence de France Télévisions, son réseau de distribution et son réseau de production.
Et question, ça c'est la même infrastructure, du coup, France TV France et France TV Bretagne, tout ça, ça retombe dans votre giron et donc tout ce que vous avez développé sur la partie CRM, etc., vous arrivez à mesurer de la même manière sur ces différents. Tout à fait, tout est traqué, bien entendu, en termes d'audience, en termes d'analytics, en termes de monétisation, en termes d'écosystème, tout ça, ça rentre dans nos bilans de numérique des dispositifs sur nos gros événements. Et ça fait partie de nos métiers. On livre un flux RSS à France Info avec un flux antéchrono d'articles. On livre l'embed de notre player vidéo à tout le réseau régional. On a des newsletters qui sont croisés avec notre réseau régional. Nos enjeux CRM aussi sont croisés. Donc l'idée, c'est vraiment de surfer sur tout l'écosystème France Télévisions et d'ailleurs de l'audiovisuel extérieur de la France, puisque on met aussi régulièrement des partenariats en place avec Radio France, avec France Média Monde, dans la limite du géoblocage, puisque bien sûr on achète des droits que sur un territoire donné et on ne peut pas les exploiter en dehors de France Dom-Tom. Oui, effectivement, par rapport à ce que tu dis, ça serait super, par exemple, de pouvoir suivre la préparation d'un athlète avant d'arriver sur les Jeux, que ce soit pour Tokyo, quand on voit les concessions que c'est pour chaque sportif, chaque athlète. Souvent, ils ont eu en plus une double vie où ils ont un métier à côté, etc. Il y a énormément de choses à créer autour de ça, quoi. Ouais, surtout c'est des sujets vachement d'actualité sur l'intégration effectivement d'un athlète homosexuel au sein de son organisation. Suivre sa journée, t'as une vraie histoire au-delà du sport, t'as une vraie histoire sociétale qui va et qui est sympa à traiter côté France Télé, parce que justement t'as pas que la partie sport, t'as aussi cette partie sociétale et enjeu beaucoup plus grand, j'ai envie de dire enjeu étatique, j'ai envie de dire. Ouais. Oui, je pense que effectivement c'est un positionnement éditorial tout à fait légitime de France Télévisions sur ces sujets. Encore une fois, on est un média mass média et donc on a des ambitions de toucher un public très large, pas forcément des fans hyper pointus de leur sport. Pour revenir sur les sujets de Jeux Olympiques, typiquement le prisme sociétal des Jeux Olympiques, notamment pour Paris 2024, il est hyper intéressant. C'est-à-dire que bien sûr qu'on va suivre les jeunes pousses qui vont arriver au top de leur forme pour 2024. Bien sûr qu'on va distribuer un certain nombre d'événementiels sportifs en vue de 2024. Je pense aux Jeux de Tokyo, aux Jeux de Pékin, aux tournois de qualification olympique, aux Jeux de Paralympique. Mais on a aussi toute une matière première de contenu sociétal qui me semble être plutôt pertinent à proposer à nos internautes. Comment la Seine-Saint-Denis se réinvente en vue d'accueillir les Jeux en 2024. Pourquoi la candidature de Paris est-elle intéressante parce qu'elle se positionne sur des infrastructures déjà existantes. Enfin, on est vraiment dans un traitement du sport avec un peu de hauteur qui, je trouve, donne un certain sens, un certain charme au traitement qu'on peut en faire. Et justement, donc on parle des Jeux Olympiques, c'est le futur, dans 1 an pour Tokyo, dans 4 pour ceux de Paris qu'on attend impatiemment. On a fait d'ailleurs un épisode il y a peu avec Omar El Zayat, donc on a pu pas mal parler d'innovation autour de Paris 2024. Et toi, côté France Télé, justement, comment tu vois le futur de la chaîne? Comment tu vois le futur du numérique au sein du groupe? Ouais, parce que pour recontextualiser, vous avez quand même un gros accord avec Paris 2024 justement sur le traitement des Jeux Olympiques entre France Télé et le comité d'organisation. Oui, c'est des sujets qui sont en train d'être abordés en ce moment. On espère vivement que Tokyo 2021 va se tenir et va se tenir dans des conditions acceptables, agréables. Et juste après Tokyo, donc 6 mois après, arriveront les Jeux de Pékin, donc c'est des Jeux d'hiver de 2022. Et puis très rapidement, Paris va arriver. Et comment un groupe comme France Télévisions s'organise, cadre et se positionne avec des vraies ambitions pour la diffusion de ces Jeux de Paris 2024. Diffusion beaucoup plus large que le prisme seulement éditorial sportif. Avec un accord avec le groupe Discovery qui aujourd'hui nous permet de nous partager entre Eurosport et France Télévisions la distribution de ces droits, et puis bien entendu la mise en place de partenariats hyper structurants avec le COJO, avec la ville de Paris, avec le CIO, le CNOSF et tous les acteurs qui vont concourir à la bonne réussite des Jeux. Et d'ailleurs, quand vous organisez justement un peu cette stratégie autour de Tokyo 2021, est-ce que vous parlez avec d'autres diffuseurs publics de d'autres pays? Oui, je te confirme que oui.
Déjà, on se retrouve 1 ou 2 fois par an au CIO, enfin à Lausanne ou à Madrid, dans des digital workshops avec OBS. Donc juste pour placer, le CIO est à Lausanne et OBS est basé à Madrid. Et OBS, c'est l'arme, c'est Olympic Broadcasting Services. Ils sont en charge de toute la création du contenu pour les Jeux Olympiques. Voilà, on a mis le contexte. Exactement, la filière broadcast du CIO. Et alors oui, on échange et on partage avec ces autres éditeurs. Moi, je pense que c'est hyper pertinent et hyper important. On n'est pas concurrents, on est chacun sur des marchés donnés, on achète des droits. Et donc, c'est hyper intéressant de savoir ce que font les Américains, pourquoi la NHK au Japon lance telle typologie d'innovation, pourquoi Radio-Canada préfère... ne traiter que de ses athlètes et pas forcément diffuser, starter, stopper tous les lives de la compétition. Quelle ambition ont chacun de ces éditeurs? Donc, on partage beaucoup sur ces sujets. On a notamment partagé la semaine dernière avec justement les Canadiens sur l'importance du login obligatoire pour France Télévisions et pour Radio-Canada pour engager tes audiences et puis pour pouvoir récupérer un certain nombre de data. Donc on a des problématiques communes et donc je pense que vraiment c'est hyper important qu'en tant qu'éditeur on puisse échanger, partager, communiquer sur tous ces sujets. Ok, et au-delà des JO, le futur de France TV, France TV Sport, qu'est-ce que tu prédis pour les années à venir? Écoute, je prédis des belles années pour France TV Sport, qui est en train de revoir légèrement son positionnement éditorial, mais qui globalement est en train d'opérer sa mue numérique. Et je pense que France TV le fait de façon habile, en tenant compte des enjeux du marché, des droits d'exploitation sur lesquels le groupe a pu capitaliser. Avec bien entendu des ambitions de partenariat hyper importants en tant que service public pour s'associer aux grands acteurs du sport de demain. C'est très bien formulé. Non, je crois que la conclusion vient d'être faite. Je vous remercie en tout cas. C'était un plaisir encore une fois de tourner ce nouvel épisode Le Corner. Merci beaucoup Gauthier. Merci à toi David. Merci Sam. Merci à toi David. Pertinent dans tes remarques. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir. Ça fait toujours un peu de visibilité et ça ne vous coûte pas grand-chose. En attendant, portez-vous bien et à dans 2 semaines. Le Corner.